Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode de Deux Fiscalistes, un podcast. Vous êtes avec Professeur Reggie et... Simplement Jerry. Et encore une fois aujourd'hui, nous avons l'Ordre des CPA qui est avec nous pour encore là venir parler du fonds d'assurance, un sujet qui devrait intéresser tous les CPA, mais également les membres du public, puisqu'après tout, la mission est de protéger les membres du public. Et j'ai avec nous, je vous invite à vous présenter à nouveau, mesdames. Alors, bonjour, moi, je m'appelle Josée Messier, je suis directrice de la pratique et développement professionnel à l'Ordre, volet fiscalité. Et Maude Lavigueur, directrice assurance responsabilité professionnelle. Et avocate. Et avocate, oui, on l'oublie. De temps en temps, partiellement. Donc, c'est le deuxième podcast. Aujourd'hui, on va rentrer... La dernière fois, on est rentré plus en général. C'était quoi le fonds? La distinction entre le fonds d'indemnisation, le fonds d'assurance, le secteur de déontologie, le syndic. Là, on va plus rentrer justement dans des cas un petit peu plus concrets. On avait terminé avec ça la dernière fois. Mais avant, juste à faire un petit recap, toujours le fun des top 5. Quel est le top 5 des mandats qui font l'objet le plus de réclamations au fonds d'assurance? Alors, le type de mandat. Le type de mandat. Donc, ce qu'on retrouve surtout, en premier lieu, c'est déclaration d'impôts des particuliers. Surtout, production tardive de différents choix, production tardive de déclaration d'impôts. Ce qu'on retrouve là-dedans, c'est des corrections par les autorités gouvernementales à l'effet qu'ils n'avaient pas déclaré certains revenus, qu'ils avaient pris des déductions fiscales qu'ils n'avaient pas droit. Par la suite, ce qu'on retrouve aussi, c'est déclaration d'impôts des sociétés. Encore une fois, production tardive qu'on retrouve là-dedans. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a eu une production tardive pour les paiements d'impôts, surtout, impôts de la partie 4. C'est ce genre de trucs-là qu'on retrouve surtout. Ensuite, on retrouve les formulaires fiscaux, particuliers et sociétés. Donc, omission de produire certains formulaires fiscaux, T1135, T106, de produire les feuillets T4, T5, toutes les T qu'on retrouve. Des mauvais conseils qui ont été donnés pour faire des choix aussi, omission de faire les choix. Donc, ça fait partie des formulaires qui sont peut-être pas prescrits, mais qui n'ont pas été soumis à temps. Ensuite de ça, on retrouve aussi des erreurs dans la tenue de livre pour les crédits de taxes sur intrants. Donc, je pensais que c'était pas de la fiscalité. J'étais comme... Oui. Les crédits de taxes sur intrants. Donc, ça s'est retrouvé dans le secteur tenue de livre, notamment en taxes de vente. Et ensuite de ça, crédit d'impôt. Donc, manquer les délais pour demander un crédit d'impôt en recherche scientifique et développement expérimental. Création d'emplois, crédit apprenti. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Les C3I. Les C3I, oui. Donc, on en a beaucoup de crédits d'impôt qu'on a manqué les délais. Moi, comment je vois ça, c'est que nous, les fiscalistes, on vous tient occupés. Oui. Moi, je pense qu'il doit y avoir une certaine reconnaissance ici à notre égard. Non, blague à part. De ce que je comprends des types de mandats, parce que là, on va rentrer dans le top 5 en valeur, qui n'est pas nécessairement les mêmes, mais les types de mandats, c'est beaucoup de la conformité. Beaucoup de conformité, oui. Avec des délais à respecter, avec des erreurs à ne pas faire aussi. Réclamer un crédit que tu n'avais pas droit ou une déduction que tu n'avais pas droit, des choses comme ça. Fait que la conformité, en pratique, on va se dire, c'est un mal nécessaire des fiscalistes et des comptables, c'est la conformité. Oui, et ça représente une bonne partie de la business des CPA aussi. Fait que moi, je vais me permettre un message aux administrations fiscales. Soyez plus lousses avec les délais. Vous voyez qu'on a de la difficulté. Nous aussi, on a beaucoup de choses à gérer. Je sais que vous aussi, vous avez tout le temps des multiples dossiers, les CPA aussi. Donc, soyez, s'il vous plaît, juste plus souple au niveau de la remise des documents. Ça pourrait nous aider. Puis comme ça, on pourrait aussi mieux paraître auprès de l'autre. Et quand on regarde maintenant le top 5 en valeur, parce qu'on s'entend les pénalités, puis le kit, souvent, des fois, ça peut être des gros montants, mais plus souvent qu'autrement, ça va être des petits montants. Croisons-nous les doigts pour que ce soit moins fiscal. Oui, c'est ça. Croisons-nous les doigts entre nous pour que ce soit moins fiscal. C'est sûr que ce ne soit pas les fiscalistes encore là qui vous tiennent. J'ai pas des bonnes nouvelles. Donc, ce qu'on retrouve le top, c'était une réclamation en planification fiscale à l'effet qu'un assuré avait dit à son client qu'il pouvait bénéficier de la déduction pour gain en capital, alors que dans les faits, il n'y a pas eu droit. Donc, puis c'était quand même une réclamation substantielle. Pour un rappel, la déduction pour gain en capital, c'est une exemption d'impôt sur un gain en capital jusqu'à un maximum de 1 250 000 $.
mais c'est pas tous les gains qui sont admissibles. Ça prend un gain bien précis sur des actions de sociétés privées qui ont été détenues par un particulier pendant 24 mois. Oui. La société doit être très active. Donc, et encore là, bon... La liste des critères à respecter est longue. Oui. Ben, elle est pas Oui. nécessairement longue, mais ça reste que, tu sais, il faut qu'elle soit active pendant les 24 mois, au moment de la vente. Ouais. Puis après ça, bon, ben, si jamais il y avait une société de gestion dans le portrait entre les deux, c'est encore plus complexe. Fait que c'est pas tout le monde qui a droit. C'est pas en vendant des actions de Microsoft que vous pouvez prendre cette exemption-là. Et l'histoire ne dit pas comment est-ce que le dossier avait été documenté aussi, là. Puis c'est quand même une exemption, on prend un taux général d'à peu près 25-26 % sur 1 250 000. On parle quand même d'un 300-400 000 piastres d'impôt qui peut être sauvé. Fait que si la personne l'a pris en pensant qu'elle est admissible et que finalement elle n'y était pas, ça peut surprendre. Puis là, les intérêts cumulent assez rapidement. Tout à fait, oui. OK, fait qu'on commence avec la DGC, mais ça reste que même si c'est arrivé juste une ou deux fois, c'est un gros montant, fait que ça veut peut-être pas dire que c'est arrivé souvent. Bref, en 2025, c'était le cas. On a eu un dossier. Oui. Ça, Parfait. c'était le plus Fiscalité. Ouais. Ensuite de ça, c'était le compte de dividende en capital. Encore une fois, c'est une erreur dans le calcul du compte de dividende en capital qui aurait pu être versé à l'actionnaire. Donc, ça, on a retrouvé 2 dossiers là-dedans. OK, je me fais... Deux, c'est pas beaucoup, c'est pas super. Mais je me fais l'avocat ici du CPA. L'ARC, présentement, prend plus d'1 an avant de confirmer le compte de dividende en capital. Ouais. Fait que je présume que c'était de la faute de l'ARC là-dessus. Je vais faire ma défense de l'ARC cette fois. C'est pas à eux de le confirmer le sol, ils le font volontairement. Continuons. Oui. On en reparlera. Bon, ensuite de ça, une erreur dans des formulaires de roulement pour un transfert d'immeuble. Donc, Le gérant erroné. Donc, il y a eu un impôt qui était non prévu et ça s'est retrouvé au gouvernement avec un impôt à payer et on s'est retrouvé au fond dans ce dossier-là. Encore là, les soldes de l'ARC, c'était bon. Non, c'est pas vrai. Les soldes de l'ARC. Ensuite de ça, une réorganisation fiscale, encore un dossier de planification fiscale. Il y a eu une réorganisation fiscale et on a oublié d'aviser de déclarer le gain en capital. Toujours le gain en capital. Pour 2 sociétés dans le cadre de cette réorganisation-là. Donc, non déclaré et en vérification fiscale, il y a eu un impôt à payer supplémentaire. Ça s'est retrouvé encore une fois au fond. Bon, fait que là, à 4, on est 4 fois en fiscalité. Le petit dernier. Omission de déclarer du gain en capital. On le retrouve souvent. C'est vraiment l'omission de déclarer le gain en capital. Ça, je ne vous passe pas aussi de déclarer le formulaire pour désigner la résidence principale. Ça, on le retrouve aussi là-dedans, très populaire. Oh, mais avant, il n'était pas obligatoire. Je sais, mais ça fait partie des oublis. Ouais. Donc, le gain en capital, définitivement, c'est le suspect numéro 1 en termes de valeur de ce qui est le plus réclamé. Ouais. Je pense rapidement. Jerry, aurais-tu un petit conseil à nos confrères, consoeurs CPA pour éviter des erreurs, d'oublier de déclarer un gain en capital? Un conseil? Écoute... J'en ai plusieurs, mais je vais les retenir. Honnêtement. Ben non, vas-y. C'est quoi les solutions? Moi, vite comme ça, j'essaie de voir. Il y aurait, une liste de contrôle. Demander... Oui, il faut des listes de contrôle. Il faut des listes de contrôle. C'est la seule solution parce qu'il y a trop de nuances dans notre profession. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de nuances. Si on travaille juste avec les réflexes sur nos mobiles. Moi, je dirais aussi que dans un cabinet, il y a un département qui fait de la réorg, puis un département qui fait la conformité. Ouais. Si la réorg ne parle pas à la conformité peut peut-être pas savoir ce qui s'est passé dans le dossier cette année aussi. Là. Donc, c'est vrai que quand il y a un mémo fiscal qui est fait, est-ce qu'il a été partagé au comptable? C'est quelque chose, des fois, qui est souvent oublié. Puis, c'est pas plus tard que... Ben là, l'épisode va sortir dans 2 semaines, mais je me souviens que j'ai eu une rencontre avec des fiscalistes, puis un fiscaliste qui avait justement dit que c'était un issue qu'il avait rencontré, qu'il y avait des formulaires qui étaient oubliés, que ça tombait en 2 chaises parce qu'il y avait le mémo, mais c'était pas lui, le comptable du client. Ouais. Fait que de s'assurer en partant, obtenir les coordonnées du comptable et s'assurer de lui transmettre le mémo et indiquer clairement dans le mémo le travail à faire par chaque partie. Ouais. 1, pour se protéger, puis 2, comme ça, après ça, s'il arrive de quoi, écoute, moi, j'avais très bien indiqué, travail à faire par Maud, travail à faire par... Même du point de vue conformité, je pense que c'est important de mettre dans sa liste de contrôle, de poser la question au client, est-ce qu'il y a eu des réorganisations fiscales? Oui? Non? Oui. Parfait. Juste de documenter ce genre d'éléments-là.
Bon, fait que maintenant qu'on sait que les fiscalistes, on est la source à la limite de votre création et la source de vos problèmes. Jerry, je te laisse continuer. Tu me laisses continuer. Vas-y, et voilà, c'est ça le point. Tu es le problème, je suis professeur, donc... J'adore. Si jamais, je vais plus me mettre là, dans la peau du contribuable ou du client du CPA, mais si jamais un client demande à son CPA ou conteste les honoraires du CPA puis demande un remboursement des honoraires, est-ce que c'est le fonds d'assurance qui est responsable ou pas? Dans la police d'assurance, on a une exclusion spécifique sur les honoraires professionnels du CPA fautif. Donc, ce n'est pas couvert, cette portion-là. Il y a un service de conciliation de compte d'honoraires au syndic. Donc, s'il y a des conflits au niveau de la facturation, tout ça, il y a un service offert au syndic. Pour nous, au fonds d'assurance, on estime que la gestion des honoraires, ça relève de la relation propre CPA-client. Puis aussi, dans l'épisode précédent, on mentionnait qu'on veut toujours remettre les parties dans l'état où elles auraient été n'eût été de la faute du CPA. Donc, si il n'y avait pas eu de faute du CPA, est-ce que les services professionnels auraient été exécutés, facturés, payés? Réponse oui. Donc, est-ce qu'on peut parler vraiment, véritablement, d'un dommage compensatoire? Parce qu'à la fin de la journée, enlève la faute, les services sont payés, les honoraires sont payés. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais donc c'est un peu en ce sens-là. Oui, ça répond tout à fait à la question, dans le sens où c'est plus le département du syndic, si j'ai bien compris, qui est responsable de ça, numéro 1. Puis numéro 2, il faut savoir si on remet le contribuable, le client dans ce cas-ci du CPA, dans sa position comme initiale. Oui, exact. Sur la même veine, si le client refuse de me payer, est-ce que, si je veux être payé, est-ce que c'est le fonds qui part après ou c'est moi au niveau civil? Comment ça va fonctionner? Oui, donc le fonds d'assurance agit toujours en défense pour le CPA. Donc nous, on ne va jamais se porter demandeur au nom d'un CPA. On va toujours être en défense. Donc, si toi, tu veux te faire payer, tu veux intenter une action sur compte pour te faire payer tes honoraires, c'est à tes frais avec ton propre avocat. Par contre, nuance, si tu poursuis ton client pour honoraires impayés et que le client dit « ben moi, j'ai une bonne raison de ne pas te payer tes honoraires, c'est parce que tu as fait une faute puis tu m'as créé un dommage, donc je produis au dossier de la Cour une demande reconventionnelle contre toi. » Donc, le client se retourne contre toi. Donc là, à ce moment-là, tu deviens défendeur reconventionnel. Et là, le fonds d'assurance peut prendre ta défense et t'assigner un avocat pour ta défense reconventionnelle. Puis si je gagne ma défense reconventionnelle, est-ce que le client doit me payer? Ou là, c'est juste que je suis retourné dans ma case départ où je le poursuis, tout simplement, me faire payer? Les deux vont être gérés dans le même dossier de cour. Donc, toi, tu vas réclamer tes honoraires. Mettons qu'on dit à la Cour des petites créances, le seuil, c'est 15 000. Tu réclames 15 000 d'honoraires. Puis lui, il dit, ben tu m'as causé un dommage pour 15 000. Donc là, le juge doit déterminer, c'est ça, la responsabilité de chacun. OK. Puis, prenons l'hypothèse qu'un CPA est gestionnaire propriétaire d'un grand cabinet. Est-ce que les fautes de ses employés sont couvertes par le fonds d'assurance? En fait, donc, comme on disait tantôt, police d'assurance du fonds, police individuelle, on couvre l'individu, on couvre le CPA. Par contre, il y a des gens qui gravitent autour du CPA qui peuvent bénéficier de sa police, notamment ses héritiers et ayants droit. Donc, la succession, si le CPA décède, puis qu'ils reçoivent une réclamation à l'époque où ils rendaient des services pour, déclaration d'impôt. Puis, donc, là, il reçoit une réclamation. La succession peut bénéficier de la police d'assurance du CPA. Donc, ça, c'est un exemple. Et les employés aussi, c'est un autre exemple. Donc, c'est ça, l'employé qui est supervisé, subordonné à un CPA, peut être couvert par le fonds d'assurance pour une faute professionnelle. Par contre, c'est très important qu'il ait été supervisé par un CPA. Donc, un employé qui travaille solo dans la firme, qui a ses propres clients, ses propres mandats, pose pas de questions à personne, ne se fait pas réviser par un CPA. Donc, il n'y a aucun CPA d'impliqué dans ces dossiers et se fait poursuivre. Nous, on couvre les CPA. Donc, ça prend vraiment une subordination, une supervision d'un CPA.
une évidence de subordination pour que tu puisses courir. Okay. Oui. OK. Et si mon client, justement, il est arrivé un dossier, il y a eu des intérêts, c'est de ma faute, je le reconnais. Fait que là, mon client, écoute, j'ai eu des intérêts de 5 000 rembourse-moi, donne-moi une note de crédit, peu importe, et j'accepte de le rembourser. Dans ce cas-là, est-ce que je peux moi-même aller voir le fonds d'assurance et dire, écoute, normalement, ça aurait été mon client, mais là, je me suis entendu avec parce que c'est un bon client puis je voulais être sûr de le maintenir. Fait que j'ai remboursé les intérêts que normalement, s'il était venu te voir, je t'aurais fait un mea culpa puis je t'aurais avoué que c'était de ma faute. Tu l'aurais remboursé, donc est-ce que tu peux me rembourser ces intérêts-là? Oui, je déconseille fortement de procéder de cette façon-là. Ça peut compromettre la couverture d'assurance. Il y a des clauses très précises dans la police, donc un CPA ne peut pas régler par lui-même, donc offrir une somme à titre de règlement par lui-même. Ça doit toujours passer par le fonds d'assurance. C'est le fonds d'assurance qui a la prérogative de la défense. C'est le fonds d'assurance qui tient les rênes de la négociation. Donc, on ne peut pas, puis le Code civil aussi le dit, donc aucune transaction conclue sans l'accord de l'assureur ne lui est opposable. Donc, ça doit absolument passer par nous au risque de compromettre la couverture d'assurance. Autre point important à souligner, l'admission de responsabilité. Donc, non seulement on ne peut pas offrir une somme à titre de règlement, mais on ne peut pas non plus admettre sa responsabilité à son client, dire « je suis responsable, je vais tout payer ce que tu me demandes ». Donc, on peut admettre une erreur. Tantôt, on a parlé des 3 critères cumulatifs de la responsabilité. On peut dire au client « j'ai oublié de produire ta déclaration dans les délais par inadvertance, par accident, par oubli, mais on ne doit pas admettre sa responsabilité. » Quand tu dis on ne doit pas admettre sa responsabilité en tant que CPA, c'est plus pour bénéficier de la couverture d'assurance? Ou on ne doit pas admettre sa responsabilité de manière générale pour d'autres raisons? Mais en fait, nous, on est là pour vous aider en défense. Ouais. Puis pour garantir une solvabilité du CPA envers le public. Donc, du moment où on ne peut pas, à cause d'une admission de responsabilité, faire valoir une défense. Fait que, dans le fond, c'est que si tu admets ton erreur... Pas ton erreur, ta responsabilité. Ta responsabilité, excuse. Ça, on pourrait peut-être revenir à la différence entre erreur et responsabilité. La distinction est intéressante. La petite virgule est importante. Mais si j'admets... En fond, c'est que si j'admets ma responsabilité, c'est que là, le fonds ne me couvre plus. Fait que si jamais mon client me poursuit, en mode my own, je suis tout seul contre lui. Ensuite, il y a une flexibilité à avoir aussi, mais... si on revient à la question, une offre de règlement, le client l'accepte, est-ce que je suis couvert? Nous, on n'indemnise pas le CPA, on indemnise toujours le tiers. Donc, on ne pourra jamais faire un chèque à un CPA. C'est pas l'essence de l'assurance responsabilité professionnelle. Donc... S'il fait ça, il est juste pas couvert par l'assurance. Mais pour cet acte-là, mais ça vient pas compromettre sa couverture à vitam aeternam pour toute sa pratique. Non. OK, c'est ça. Ça, exact. C'est que tout ça, c'est que ça vient compromettre sa couverture pour cet acte-là. Fait que ce dossier-là. Fait que s'il s'entend que le client, il se regarde, là, je te fais une note de crédit, on n'en parle plus, puis que les deux sont d'accord, il peut pas se retourner vers l'assureur, vers le fonds d'assurance. Mais si les deux sont d'accord et que ça va pas plus loin, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Ce qui est important à mentionner, c'est que nous, quand on fait des règlements, on fait signer des quittances pour éviter que le client revienne une deuxième fois pour le même dossier, le même dommage. Souvent, pour ceux qui décident de régler eux-mêmes parce qu'ils disent « bon, j'ai pas le temps de gérer... Ils font pas de quittance. Ils font pas signer de quittance. Là, on se met une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, c'est une chance à prendre, là. Un risque à prendre. Un risque à prendre. Non, c'est pas une chance, mais un risque à prendre, tout à fait. Si le même dossier entraîne des conséquences futures, je présume que ça peut créer des enjeux. Donc, au départ, il y a eu une cotisation d'un montant, on va dire, il y avait des intérêts et pénalités liés à une cotisation pour un acte X, on va dire de 2 000 $. Je prends la responsabilité, j'admets ma responsabilité en tant que CPA. Parfait, c'est amende my own. Mais si le même dossier, finalement, il y a un deuxième vérificateur qui passe dessus ou le Revenu Québec qui passe dessus, puis la pénalité passe à 100 000 $, je comprends bien, ça peut compromettre le deuxième élément. Là, on parle d'aggravation du préjudice. C'est du cas par cas, mais je vous recommande de passer toujours par le fonds d'assurance pour bénéficier de... Ouais. Ne pas rembourser. Puis, si je perds ma cause devant les tribunaux, disons un dossier finalement est judiciarisé, est-ce qu'on peut, en tant que CPA, décider d'aller en appel pour poursuivre le dossier ou pour qu'on continue à se défendre?
Dans le fond, comme je disais, on va assigner un avocat externe du moment où c'est judiciarisé. Là, on reçoit le jugement, toute l'analyse de est-ce qu'on a des chances de succès si jamais on allait en appel. Toute cette analyse-là appartient au fonds d'assurance. OK. Donc, des fois, on reçoit un jugement, on a perdu, mais le jugement est très bien justifié. On comprend pourquoi. On sait qu'en appel, on n'a aucune chance. Ouais. Donc, on ne fera pas perdre le temps de personne, mais si on voit que le jugement, il y a des erreurs en fait, des erreurs en droit, à ce moment-là, oui, on va réfléchir à l'opportunité de porter la cause en appel. Mais c'est ça, c'est une analyse qui est faite par le fonds les d'assurance avocats. directement. Oui, exact. Dans le fond, une fois que le dossier est dans les mains du fonds d'assurance, c'est vraiment la responsabilité du fonds d'assurance de prendre ce genre de décision-là. Oui, c'est ça, tout ce qui est stratégie de défense. Oui, puis je voudrais juste ajouter à la Cour des petites créances, quand les CPA sont poursuivis devant la Cour des petites créances, là, il n'y a pas de processus d'appel. Donc, il n'y a pas de deuxième chance. C'est un processus final sans appel. On reçoit le jugement. On peut pas, si on est insatisfait du jugement, on ne peut pas aller plus loin. C'est pourquoi nous, on rédige la contestation des CPA, on les accompagne, on les coach, on les prépare pour leur audition parce que c'est ça, il n'y a pas de deuxième chance. Donc, on veut qu'ils arrivent à leur audience très bien préparés. Donc, c'est important de venir nous voir, même si vous êtes poursuivis. Le seuil, c'est 15 000 devant la Cour des petites créances. Donc, en bas de 15 000, il faut venir nous voir aussi. Là. Tantôt, on parlait de la demande de remboursement des honoraires si elle est couverte. Puis c'était une des exceptions. En fait, ce serait quoi les autres exceptions qui ne seraient pas couvertes par le fonds d'assurance? Oui, c'est ça. Il y a dans la police d'autres éléments qui sont exclus. Puis je pense à une super importante, le cyber-risque, les cyber-incidents. Donc ça, ce n'est pas couvert dans la police du fonds d'assurance. Donc l'assurance cyber, si vous n'en avez pas, souscrivez tout de suite une assurance cyber. On en voit à toutes les semaines. Je vous donne un exemple de ce qu'on voit fréquemment ces temps-ci. Donc, un CPA qui a le mandat de payer les fournisseurs pour son client. Donc, le client envoie un courriel, transfère 100 000 à tel client, voici son numéro, à tel fournisseur, voici son numéro bancaire, ses coordonnées bancaires. Donc, le courriel est altéré par le pirate ou par le malfaiteur. Le CPA reçoit ça et les coordonnées bancaires sont celles du pirate. Donc, on se transfère 100 000 dans le compte du pirate. Puis là, c'est fini, on ne le revoit plus jamais. Nous, l'assurance cyber, donc, c'est un produit d'assurance complètement différent de l'assurance responsabilité professionnelle. C'est pointu, c'est spécialisé, ça prend des cellules de crise parce qu'il faut intervenir hier. Rapidement. Donc, ça ne relève pas du tout du fonds d'assurance responsabilité professionnelle. Procurez-vous une assurance cyber. On en voit de plus en plus. Quand on pense au vol de données, actes d'ingénierie sociale, brèche de confidentialité, sécurité Donc... J'ai eu, tu prends des notes. Est-ce que tu as une assurance cyber? Est-ce que tu es en train de noter en ce moment? C'est très bien noté. En fait, c'est intéressant de savoir les limites un peu. Moi, j'ai enfin trouvé la raison pourquoi la fiscalité, on est le top 1 dans les valeurs. Parce que le cyber n'est pas considéré. À partir du moment où le cyber va être considéré, on va céder notre place. Donc, ça, c'était une des exclusions. Là, le cyber, il y a aussi tout ce qui est service rendu à titre d'administrateur et dirigeant. Donc, un CPA qui siège sur un conseil d'administration, en principe, le conseil d'administration souscrit une assurance administrateur et dirigeant. Donc, il devrait déjà être couvert ailleurs. Même chose pour... tout ce qui est syndicat de copropriété. Souvent, on pense, les syndicats pensent souscrire une assurance administrateur-dirigeant. Donc, nous, ce n'est pas des services. Puis, c'est une clause assez standard dans les fonds d'assurance québécois, là, cette exclusion-là. Sinon, on peut penser, on l'a mentionné, les règlements faits par le CPA lui-même, donc qu'on ne couvre pas. Je vois. Donc oui, il y a une liste comme ça qui est intéressant de consulter. Si un CPA voudrait travailler en amont pour éviter de se rendre là, c'est quoi les bonnes pratiques? Les bonnes pratiques, ça serait de bien documenter son dossier. C'est une bonne pratique professionnelle, puis ça peut servir pour tout type de dossier, que ce soit pour éviter de se retrouver au fond, pour aussi une vérification fiscale avec le gouvernement ou à l'inspection avec l'ordre. Donc, première des choses, bien documenter son dossier en documentant les faits concernant le dossier en question. Bien documenter son raisonnement fiscal
Où est-ce qu'on s'en va dans notre dossier, dans notre recherche? Bien documenter les références aux articles de loi, aux interprétations techniques ou à la jurisprudence, si ça s'applique. S'assurer que les calculs sont traçables, que les calculs ne viennent pas de nulle part, là, qu'il y ait une source, que quelqu'un qui se retrouve dans le dossier puisse facilement se retrouver. Bien documenter les communications, discussions et sur ce quoi on s'entend avec le client. Exemple, si on a discuté avec le client au niveau de prendre telle ou telle déduction, limiter la DPA, par exemple, bien que c'est important qu'on ait mis des chiffres avec le client pour dire, bien, si on prend telle position, c'est tant. Si on prend telle position, c'est tant. Voici ce que je te présente. Es-tu d'accord? On documente ça dans le dossier. Ça va vraiment servir à appuyer le dossier si jamais on se retrouve avec le fond. Puis, en bout de ligne, il faut s'assurer que le dossier soit compréhensible pour un tiers. Si tu n'es plus là, exemple, tu décèdes, ou que tu n'es plus en pratique, quelqu'un d'autre peut se retrouver sur le dossier et va pouvoir se retrouver facilement. D'un autre côté, il y a aussi s'assurer de respecter les délais. Comment qu'on peut faire? Parce que le respect des délais, c'est vraiment un gros problème. On l'a vu dans tout ce qu'on a discuté depuis le début. Donc, comment bien respecter les délais? Donc, planifier, s'organiser, ça, tout le monde le sait. Mais utiliser des rappels, utiliser des listes de collecte de données. L'Ordre a des excellentes listes de collecte de données pour la saison d'été 1, puis il y a des listes pour reviser des déclarations d'impôts. Ça, c'est disponible pour tous les CPA puis pour le public. Mais une chose bien importante, clarifier les attentes avec le client. Quand est-ce que tu dois me remettre ça? Si tu me remets pour telle date, je peux te faire ça pour telle date. Non, s'entendre avec le client, que ça soit très, très clair. Continuer à se former aussi. Comme ça facilite comment se conclut un dossier, ça facilite l'exécution d'un dossier aussi. Puis, si jamais vous ne respectez pas les délais, bien, agez rapidement. Communiquez avec votre client, communiquez avec les autorités fiscales pour diminuer les intérêts pénalités. Ça serait pas mal les recommandations qu'on aurait. Ce que j'ai trouvé intéressant, j'avais un comptable qui m'avait dit que dans son logiciel, lui, ce qu'il y avait, c'était que non seulement il y avait un rappel pour lui, mais il y avait aussi un rappel qui se faisait automatiquement au client. Et il y avait un délai d'inscrit pour le client. Donc, regarde, par exemple, j'ai besoin de tes informations pour tes déclarations de revenus pour le 23 avril. Et si jamais ce n'est pas livré le 23 avril, eh bien, je ne peux te garantir une livraison pour le 30 avril et le respect des délais. Fait qu'il y avait des reminders qui n'étaient pas juste pour le comptable, mais également pour le client. Puis comme ça, il y avait une preuve de dire, ben écoute, j'ai prévenu le client. Maintenant, s'il n'a pas agi, ben, à la limite, responsabilité partagée. Bravo! Mais là, bon, on a parlé justement quand ça vire mal, les diverses situations qui se pourraient être visées ou non. Travailler en amont. Ma question maintenant pour l'avocate. C'est quoi mes arguments de défense, là? J'ai été accusé, on pourrait dire ça. Il y a eu une action qui a été faite contre moi. Il y a une réclamation qui est faite. Qu'est-ce que j'ai comme défense pour pouvoir me backer contre une réclamation? Oui, bien, ça dépend toujours des allégations qui sont portées contre le CPA, mais dans le fond, il y a toujours l'argument de la prescription. Est-ce qu'en vertu du Code civil, les gens ont 3 ans pour poursuivre? Et quand je dis poursuivre, c'est pas faire une réclamation au fonds d'assurance, c'est saisir les tribunaux. Ensuite, on pourrait aussi dire, ben, comme tu viens de le mentionner, mon client ne m'a pas remis les documents en temps utile. Donc, c'était difficile pour moi de faire le travail quand on me remet ça la veille. Donc, il y a plusieurs façons. Des fois, il y a des reproches faits au CPA, puis le CPA n'a jamais eu le mandat. Absence de mandat. Donc, tout simplement, quand c'est des sociétés qui ont plusieurs personnes impliquées, plusieurs professionnels impliqués, là, on ne sait plus qui a fait quoi. Donc, les arguments peuvent aller vraiment dans tous les sens. Comme on le disait, faute, dommage, lien de causalité, donc peuvent toucher la faute. Donc, peut-être qu'il n'y a pas eu... Peut-être que le CPA a travaillé dans les règles de l'art, peut-être que son travail était bon. C'est juste une perception du client, perception erronée du client. Donc, ensuite, dommage, peut-être que le dommage n'est pas avéré. Puis, lien de causalité, des fois, on peut avoir une faute, on peut avoir un dommage, mais il n'y a pas de lien causal entre les deux. Ce n'est pas cette faute-là qu'on allègue qui a causé le dommage. Donc, on peut
des arguments, il y a un éventail d'arguments qu'on peut faire valoir. Mais au final, nous, on est là pour indemniser le public du moment où la réclamation, elle est fondée, elle est justifiée. Donc, c'est ça. Il faut que ce soit appuyé pour que le fonds aille de l'avant avec un règlement à l'amiable. Je trouve ça intéressant que tu dis ça, parce que je parlais avec des confrères consoeurs pour justement cumuler les questions qu'on avait pour le fonds d'assurance. Puis il y en a une qui m'a expliqué une situation où elle avait eu un nouveau dossier, ça faisait à peu près 2 ans qu'elle était dans le dossier, puis il y a eu une réclamation dans le dossier. Puis c'est elle qui a été visée par la réclamation, mais la réclamation visait une action qui avait eu lieu 10 ans avant, alors qu'elle n'avait pas le dossier. Fait qu'elle m'a dit, j'ai contacté l'ordre, puis elle dit, pour vrai, ça s'est réglé assez rapidement. Quand ils ont juste regardé, ben là, c'était même pas toi. Mm-hmm. Fait que, erreur sur la personne, on l'a vu. Ouais. Est-ce que tous les CPA sont visés par le fonds d'assurance, justement? Selon le règlement, pour porter le titre de CPA, donc pour faire partie de l'ordre, on doit souscrire à l'assurance du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle. Donc, c'est une obligation réglementaire d'être assuré à titre de CPA. Par contre, il y a des exceptions. Si les CPA travaillent pour un cabinet, par exemple, qui représente un trop gros risque pour le fonds d'assurance, il peut y avoir certaines exceptions en ce sens-là. Donc, c'est ça. Sur les 42 000 membres, il y en a peut-être 36 000 qui sont assurés chez nous. Ceux qui ne sont pas assurés chez nous, donc qui travaillent pour des firmes qu'on dit exclues, refusées, exemptées, là, donc le vocabulaire est large, là, mais donc eux, souvent ces firmes-là vont être en auto-assurance, vont se prendre un contrat d'assurance à part, mais le CPA qui travaille pour une de ces firmes-là doit quand même bénéficier d'une protection au moins équivalente à ce que le fonds offre. Donc, ils sont toujours assurés, mais ailleurs, et puis on a une exigence qu'ils soient assurés pour au moins ce que le fonds offre. Puis là, Jerry, lui, est très actif, là, mais moi, je ne suis qu'un simple professeur. Ou sinon, je pense à mes pauvres étudiants, est-ce qu'il y a sans avoir des exceptions, des exemptions, est-ce qu'il y a des réductions, moi, pour eux, ou on paye le plein tarif comme tout le monde? Il y a plusieurs catégories de primes. Après, il faut voir où on se classe, mais je ne vais pas... C'est bon. Fait qu'il y a peut-être moyen de, je ne vais pas dire négocier, mais si on rentre dans une catégorie. Puis, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un cesse sa pratique? Donc, demain matin, Jerry a vu tout ce qui s'en venait, il a vu tous les risques qui s'en venaient, toutes les réclamations. Il met la clé dans la porte le 28 février. Après ça, est-ce qu'il est encore couvert ou est-ce que ça se termine là, il n'y a plus de responsabilité? Puis, Oui, dans le fond, dans la police, on a une clause de prolongation de garantie. Le Code des professions exige une prolongation de garantie de 5 ans aux ordres professionnels. Nous, on offre un 6 ans. Donc, une période de 6 ans où le CPA continue d'être couvert par le fonds sans prime. Mais c'est intéressant parce que tu utilises cesser ma pratique, arrêter la pratique. Donc, le compteur du 6 ans part à partir du moment où le CPA n'est plus CPA. Donc, laisse tomber son titre, démissionne du tableau de l'ordre, décède, est radié. Donc, c'est tous les exemples où ça déclenche la prolongation de la garantie de 6 ans. Donc, si jamais, disons, un CPA décédé, la succession va pouvoir bénéficier de la police. Donc, si la succession reçoit une réclamation pour des faits, disons, dans, je sais pas, les 2, 3, 4 années suivant le décès, nous, on va pouvoir prendre la réclamation. Un retraité, c'est considéré comme un... Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont fiers de leur titre et qui conservent le titre, mais sont retraités et ne pratiquent plus ou pratiquement plus. Est-ce qu'eux aussi sont couverts ou est-ce qu'ils sont considérés comme ayant cessé? Non, CPA retraité, du moment où on continue de faire notre déclaration annuelle obligatoire, qu'on continue de payer notre prime d'assurance, on continue d'être assuré. Le 6 ans n'est pas encore... le chronomètre n'est pas encore parti. Là. Ouais. OK. Jay, as-tu des questions? Sinon, moi, on arrive à la fin, puis là, j'aurai des questions un peu plus crunchy. Un peu plus fiscales. Vraiment, crunchy, j'ai rien pour le moment. OK, parfait. Je vais me prendre une gorgée d'eau pour le crunchy. Donc, là, en fiscalité, on a ce qu'on appelle la règle générale anti-évitement, ou en anglais GAR, donc la RGAE. C'est quoi la règle générale anti-évitement? C'est lorsque quelqu'un a pensé à une planification fiscale
qui respecte le texte de la loi. Donc, techniquement, on ne peut pas l'attaquer en disant « Hey, tel article, tu as été à l'encontre, ce que tu as fait... » Non, c'est à l'inverse. Ce que tu as fait, ça respecte exactement ce que le texte de loi dit, mais quand tu regardes la loi dans son ensemble, donc son objet, son esprit, son contexte, ben, c'était pas vraiment là qu'elle voulait aller. Tu as réussi à jouer sa virgule et à dire ben, « Je respecte le texte de loi, mais c'était pas ça qu'on voulait faire. » Fait que ça, c'est ce que... Là, je fais ça de manière très, très vulgarisée. Donc, c'est la règle générale anti-évitement. Puis ça, c'est, je dirais, la bête noire, ce qui fait le plus peur à tous les fiscalistes et les comptables qui sont au courant qu'elle existe. Ceux qui ne le savent pas, ils sont juste... Malheureusement, ils n'en ont pas peur, mais ils devraient en avoir peur. Donc, cette fameuse règle générale anti-évitement-là, est-ce qu'elle est couverte par le fonds d'assurance ou il y a des démarches additionnelles qui doivent être entreprises? C'est difficile de répondre de la façon que la question est formulée. En fait, au fonds d'assurance, on peut difficilement établir une position de couverture sans avoir eu les allégations de la partie demanderesse. Donc, sans savoir c'est quoi le cas, c'est quoi la situation, qu'est-ce qui est visé, qu'est-ce qu'on réclame exactement, précisément, où est-ce que ça le fait défaut. C'est difficile de venir établir une position de couverture définitive. Donc, il faudrait vraiment évaluer tout ça avant de se prononcer. Est-ce que je suis couvert pour tel acte ou telle situation? Dans l'industrie de l'assurance, la couverture est toujours déterminée sur la base des allégations de la partie... Bien, souvent déterminée sur la base des allégations de la partie demanderesse. Fait qu'on sera au cas par cas. Exactement. OK, réponse plate d'avocat. Ouais. C'est vrai que c'est la réponse de l'ARC, les fiscalistes aussi. C'est une question de fait. Ça dépend. Ça dépend. Puis là, ce que je vous disais aussi par rapport à la règle générale anti-évitement, pourquoi c'est la bête noire des fiscalistes, c'est que si elle s'applique, il y a un impôt additionnel pour le contribuable de, je pense, c'est 25... Bien évidemment, il faut que tu payes l'impôt. Tu as une pénalité de 25% de l'impôt que tu aurais dû payer, que tu dois payer additionnel au fédéral, 50% de mémoire au Québec. Je ne sais pas si tu peux même avec des pénalités pour le professionnel. Ça, je ne serais pas surpris. Et en plus, tu as au Québec, tu t'es inscrit au RENA. Donc, le registre des entreprises non admissibles au contrat public. Donc, une entreprise qui dépend des contrats publics, ben, elle vient de se mettre... ben, c'est fini, sa business, ça vient de se terminer là. Oui, fait que c'est extrêmement pénalisant. Si, justement, c'est du cas par cas, puis un comptable voudrait se couvrir dans tous les cas, est-ce qu'il y aurait une option pour lui? Pour la règle générale anti-évitement? Sur le marché privé. Par exemple, avec la ACPAI. Exact. Avec la ACPAI. Il faudrait voir avec eux, Il ultimement. faudrait voir avec la CPAI si c'est un produit qui offre... Mais toi, Jay, quand tu t'es assuré, est-ce que tu avais... Il y a une question pour les assurances complémentaires, oui. Fait qu'il y aurait moyen... Oui, je ne suis pas spécialisé, on s'entend en assurance, mais il y a probablement moyen de les une option complémentaire, quoi que ce soit avec la ACPAI au besoin. Et là, je laisse un peu la règle générale anti-évitement, mais je vais parler un peu des divulgations. Depuis 2023... 3? À peu près dans ce coin-là. Là, je vais peut-être avoir vous me corrigerez, anyway. C'est ça. Fait que là, depuis 2023, il y a ce qu'on appelle des divulgations à faire. Il y a des divulgations obligatoires, il y a des divulgations préventives. Et parmi les divulgations obligatoires, il y a notamment, autant au fédéral qu'au Québec, si par exemple le contrat prévoit certaines clauses de protection contractuelle, si le contrat prévoit des montants conditionnels, si le contrat prévoit, je pense, des clauses de confidentialité, je pense que c'est le troisième. Au fédéral, il y a les traitements fiscaux incertains. Et sinon, il y a des opérations déterminées par Revenu Québec, Revenu Canada, qui disent comme, ben, si vous faites ce type de réorganisation-là ou ce type de planification-là, on veut être informé. Ouais. Celui qu'on voit le plus souvent, je dirais que c'est lorsque quelqu'un va vendre une business, la fiducie va vendre une business, elle va multiplier la déduction pour gain en capital qu'on a parlé un peu plus tôt avec les membres de la famille. Ils veulent s'assurer que l'argent ne retourne pas à l'auteur, parce que c'est supposé être chaque personne qui reçoit les fonds, etc. Et ces divulgations-là, si elles ne sont pas faites, les pénalités sont assez salées. On parle de... Pour le contribuable, c'est 1 000 $ par jour jusqu'à un maximum de 100 jours, donc 100 000 $.
Pour le professionnel qui peut être promoteur, conseiller, là encore là, je fais ça très rapidement. Si les promoteurs. Si les promoteurs, conseillers, puis encore là, je fais ça rapidement parce qu'on passe 3 heures à la maîtrise là-dessus et personnellement, on essaie même de trouver de l'espace pour passer encore plus de temps là-dessus. Bref, le promoteur, le conseiller, le professionnel et chaque professionnel, autant l'avocat, le comptable, tout le monde pourrait être visé pour une pénalité de 100 $ par jour jusqu'à un maximum de 100 jours, donc 10 000 $, plus les honoraires pour la réorganisation. Fait que bref, ça peut rapidement monter. Et par expérience, à ce moment-là, je pratiquais quand ça a été introduit et j'avais parlé, non pas avec l'ordre, mais avec la CPAI et qui à ce moment-là, là, je ne dis pas qu'aujourd'hui ça fait, mais qui n'était pas au courant de ce que je parlais, puis elle dit, ben écoute, a priori, je pense pas que t'es backé, je pense pas que t'es couvert pour ce type d'éléments-là, surtout avec les montants qu'il y a en jeu, c'est pas considéré. Fait que je me souviens que j'étais resté très surpris. Mm-hmm. Puis là, c'était bon, ben en tant que professionnel, surtout si t'es à ton compte, ça fait peur. Mm-hmm. Maintenant, ça fait 3 ans, 4 ans même qu'il en parlait, un petit peu avant et tout. Est-ce que ces éléments-là, qui peuvent être une pénalité pour le contribuable, le client, et pour le CPA, est-ce que ça, c'est des éléments que maintenant que le fonds d'assurance couvre ou réfléchit à couvrir? En fait, ma réponse va ressembler à celle de la question précédente. C'est vraiment du cas par cas, puis la position de couverture va dépendre des allégations du réclamant. Par contre, ici, on parle de pénalités imposées au CPA et de pénalités imposées au client. Donc, il faut distinguer. C'est sûr que dans la police, on exclut spécifiquement toute amende ou pénalité imposée au CPA. On se rappelle, l'assurance responsabilité professionnelle, c'est pour indemniser les tiers, c'est pour indemniser le public. Donc, si le CPA est visé lui-même, on lui impose une pénalité sous toute réserve, selon la police, ce ne serait pas couvert. Celle du client, là, ça, c'est différent. Ça fait partie de la mission de protection du public. Donc là... Du cas par cas. Ouais. C'est pas impossible, mais c'est pas non plus une garantie ni rien. Fait que ça dépend de chaque élément. Oui, donc l'exemple qu'on disait tout à l'heure, l'Agence de revenus du Québec qui impose des pénalités civiles au CPA pour fausses déclarations ou déclarations mensongères dans le dossier d'un client, ça, on ne peut pas couvrir ça du moment où c'est imposé au CPA lui-même. Donc, c'est un cas que j'ai vu. OK, parce que c'était le CPA a été accusé de faute lourde ou négligence flagrante, je crois que c'est les termes exacts qui sont utilisés dans la loi. Ouais. Fait que là, ben, évidemment, vu que c'est au CPA, ben... C'est ça. C'est pas quoi. Oui. OK. Jerry, as-tu d'autres questions? Parce que moi, j'étais loin du micro. As-tu d'autres questions? Non, je suis ici en deux, par contre. Tout oublié le fait qu'on n'est pas oui, mais bon, je les ai ici en deux, je pense. Fait que là, qu'est-ce que tu retiens? C'est quoi tes faits saillants de ces deux rencontres? Je pensais de manière très égoïste, documenter. Vraiment documenter les dossiers pour être sûr de pouvoir, si jamais il y a un problème, de pouvoir se défendre. Se rappeler en tant que CPA que c'est le client qui est couvert et non les pénalités qui pourraient s'appliquer au CPA. Donc, quand on se retrouve avec des pénalités qui pourraient s'appliquer aux professionnels, faire excessivement attention, d'avoir probablement une assurance au privé pour pouvoir le couvrir puis de voir tout ça. Mon côté cybersécurité, mais rester en tête. Exact. Intéressant. Les attaques. Je la connaissais pas. Oui, on en voit de plus en plus. La fraude du président, là. S'il vous plaît, vite, transfert 500 000 en Chine à tel... Puis le CPA ne fait pas les vérifications peut-être nécessaires. C'est important de valider tout ça. Fait que les cyberattaques, veut pas les formations, la conformité qui est vraiment une grosse lacune de ce que je peux voir au niveau des... Puis je comprends très bien l'autre, je comprends très bien aussi l'aspect légal et je comprends aussi les CPA. Fait que je peux comprendre tous les acteurs là-dedans, mais ça, j'avais sous-estimé l'ampleur de tout ça. Donc, c'est quelque chose, je pense qu'en tant que CPA, il faut sensibiliser. Puis en tant que professeur, les étudiants, c'est quelque chose que je vais les sensibiliser aussi. Donc, c'est ça, les cyberattaques, la conformité. Puis, ne pas oublier que le fonds d'assurance, ça l'aide ton client. Mais si toi, tu es poursuivi ou si toi, tu as fait de quoi de pas correct, puis que toi, tu as à payer quoi que ce soit, tu ne seras pas remboursé. Si on t'accuse de quoi que ce soit, tu t'arranges. Puis, la pénalité pour GAR, personnellement, je prendrais l'assurance complémentaire au niveau de la ACPAI, définitivement. Et Maude, Josée, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir reçus.
Ben, merci beaucoup d'être venu partager aussi vos statistiques et tout ce qui se passe de l'interne. On a eu vraiment un regard de ce qui se passe à l'interne. C'est super intéressant. Puis, bien sur ça, on vous dit merci de votre attention, puis à la prochaine fois. Merci.